Focus ce matin sur la Russie, sur ses positions, sur l'Iran, sur la poursuite de la guerre en Ukraine et sur les liens avec Donald Trump. Notre invité, c'est Régis Janté. Bonjour, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Vous êtes correspondant notamment de RFI. Vous avez notamment publié à l'automne dernier Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. C'est aux éditions Grasset. Vous êtes avec nous depuis la Géorgie. Quand vous voyez les dernières déclarations de Donald Trump, quand vous voyez remettre en cause par exemple l'article 5 dont il considère qu'il peut se définir de plusieurs façons, il sème le doute. Est-ce que là, derrière, vous entendez la Russie? Comment vous analysez ces dernières prises de position? En tout cas, c'est quelque chose qui plaît à la Russie, évidemment, puisqu'on est sur le plus important, en quelque sorte, l'OTAN, c'est-à-dire l'Occident, est le grand adversaire de Vladimir Poutine, et M. Trump ne peut pas faire plus plaisir au Kremlin qu'en disant des choses pareilles. C'est pas nouveau du tout. M. Trump a dit ces choses-là en 1987, au retour d'un voyage à Moscou, son premier voyage à Moscou. Il disait déjà la même chose, ce qui était à la fois peut-être, et là il y avait des gros doutes sur le fait qu'il a pu être influencé par les soviétiques à l'époque, mais aussi c'est quelque chose qu'on disait beaucoup dans les rangs républicains aux États-Unis, dans l'administration Reagan par exemple à l'époque. Donc si vous voulez, la relation de Trump et de la Russie, c'est à la fois un Trump qui par lui-même, indépendamment de la Russie, est compatible avec la Russie par sa vision du monde qui lui est propre en tant que citoyen américain, et par ailleurs quelqu'un qui a été cultivé par les services de sécurité russes et soviétiques d'abord pendant 40 ans. Caroline. Monsieur Janté, les alliés, pour ne pas contrarier Donald Trump, finalement ne font pas vraiment de commentaires sur ce qu'il a dit concernant l'article 5. Pourtant, c'est extrêmement concernant pour les pays frontaliers de la Russie, les pays membres de l'OTAN. Oui, absolument, et donc pour tout le monde, puisque ça veut dire qu'ensuite cette alliance qui est quand même la base de notre sécurité, où on a où on avait derrière nous l'État militaire le plus puissant du monde, les États-Unis, eh bien on n'est pas sûr de l'avoir désormais, et donc c'est une remise en cause de notre sécurité. Et puis de manière plus immédiate, effectivement, pour la Pologne ou les pays baltes, c'est le signe d'une menace. Alors on voit que la Russie est à la peine véritablement en Ukraine, où elle gagne très très peu en fait de terrain sur le front. Donc de là à maintenant s'attaquer à un membre de l'OTAN, on en est peut-être loin, mais en tout cas ça peut être très déstabilisant, et ça dit beaucoup de choses effectivement sur ce qu'est l'OTAN ou ce que devient l'OTAN du fait de M. Trump. Alors justement, cette OTAN qui se militarise de plus en plus, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine, mais c'est pas complètement faux quand on voit qu'on va monter à 5% de dépenses de défense dans l'ensemble de l'Europe. C'est une victoire de Trump qui a quand même poussé les Européens à augmenter leurs dépenses. Comment vous voyez ce hiatus ? Oui, effectivement, c'est M. Trump qui l'a initié en quelque sorte. Donc oui, ça c'est effectivement très très important. J'y vois deux choses. Il y a cette cette habitude dans le camp républicain américain notamment, et pas seulement de dire il ne faut pas payer pour les autres, chacun paie pour sa défense, ce qui est une belle chance pour l'Europe. Si on veut être souverain, il faut se défendre soi-même, mais évidemment c'est lourd. J'y vois aussi chez M. Trump l'idée aussi peut-être qu'il va vraiment mettre sous tension les budgets des pays occidentaux et des pays européens comme la France, qui n'aiment pas beaucoup manifestement. On le voit bien, il a la dent plus dure contre les démocraties occidentales, ou le Canada, par exemple le Danemark avec la question du Groenland, et puis toute l'Europe avec la question des droits de douane par exemple. Il a la dent plus dure que contre certaines dictatures ou régimes autoritaires, et ça c'est lié foncièrement à sa vision du monde, à ses ambitions pour réformer le régime politique américain. Et donc aussi, en mettant le budget sous tension, ça veut dire qu'il va falloir faire des arbitrages, peut-être qu'il y aura moins de dépenses sociales, et il sait très bien que ça va tendre la situation politiquement en Europe. Parlons de l'Ukraine qui passe au second plan lors de ce sommet comparativement à l'année dernière. Est-ce que c'est préjudiciable pour Kiev? Et au-delà de ça, est-ce que Donald Trump, vous pensez qu'il espère toujours pousser Vladimir Poutine à se montrer plus conciliant? Sur ce dernier point, c'est évidemment très difficile, et il semble tomber de haut en quelque sorte. Et on a l'impression, en tout cas parce qu'il déclarait, qu'il suffisait d'être ami avec Poutine, de lui donner quelques garanties, et que lui-même ferait des concessions. Ce que nous, les spécialistes de la Russie, nous savions que ça n'arriverait pas. En Ukraine non plus. Juste après l'élection de M. Trump, au mois de novembre, par exemple, je me souviens de parler avec mes contacts à Kiev qui me disaient, nous, ce qu'on espère, c'est que Poutine sera tellement intransigeant que Trump sera obligé de le lâcher. Enfin, il ne pourra pas le suivre. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, je ne suis pas certain, effectivement, que M. Trump arrivera
arrivera à quoi que ce soit, parce que Poutine, de fait de la nature du régime russe, du fait de sa personnalité peut-être, eh bien ne lâchera rien. Et ça rend évidemment la tâche beaucoup plus difficile pour M. Trump, parce qu'il n'est pas tout seul sur la scène internationale. Il y a les Européens, il y a Kiev évidemment et d'autres acteurs internationaux. Et puis il y a l'électorat américain, il y a la machine administrative américaine qui elle aussi peut résister à cela. Régis Janté, un dernier mot sur l'Iran. On a des réponses timides de la part du Kremlin. Pourtant, il y avait une espèce de rapprochement entre l'Iran et la Russie. Le Russie qui propose uniquement son service de médiation. On en est juste là. C'est extrêmement timide. Oui, effectivement, parce que je pense que le Kremlin marche sur des œufs avec M. Trump. Il voit bien que il est très puissant et les États-Unis sont puissants. C'est pas que sous M. Trump, ça a toujours été depuis pas mal de décennies. Et donc il ne peut pas se permettre de les mettre complètement à dos. Et en même temps, il ne peut pas aider l'Iran. Donc ça a donné effectivement un M. Poutine qui à la fois rappelle que dans le traité de partenariat avec l'Iran, il n'y a aucune clause concernant la question militaire. C'était pour justifier qu'il n'est pas en train de lâcher en quelque sorte un partenaire stratégique. Et donc effectivement c'est un vrai signe de difficulté à se positionner dans ce dossier pour les Russes, qui en même temps, alors que le Moyen-Orient est très important, eh bien est en train de perdre un nouvel allié. Il avait déjà perdu la Syrie par exemple. Donc ça complique la situation. C'est quelque chose d'important pour la projection stratégique, disons, de la Russie. Merci beaucoup Régis Janté d'avoir été avec nous dans la matinale de l'économie. Ce matin, je rappelle votre livre, Notre homme à Washington, Trump dans les mains des Russes, c'est aux éditions Grasset.